Méga machine découpant de la roche solide. Acheminement de blocs de plusieurs tonnes. Avions modernes transportant chaque jour des millions de voyageurs à travers le monde. Et navettes spatiales qui envoient des humains dans les étoiles. La navette s'élance. S'agit-il là d'exemples de technologie moderne? Ou avons-nous des preuves que ces succès incroyables avaient déjà cours sur Terre il y a des millénaires? On commence à se demander si on n'a pas loupé un épisode de l'histoire. L'homme de l'Antiquité possédait-il une connaissance qui dépassait de loin celle de notre époque? Et si oui, d'où venait-elle? Je pense que les peuples de l'Antiquité ont reçu la visite de créatures extraterrestres qui nous ont apporté la science et les technologies. Il devient de plus en plus plausible que la réponse à la question « des extraterrestres sont-ils venus sur Terre dans le passé ?» soit oui. Des millions de gens dans le monde pensent que nous avons jadis reçu la visite d'extraterrestres. Et si c'était vrai? Des visiteurs de l'espace nous ont-ils aidés à façonner notre histoire? Et au cas où, s'ils avaient laissé des indices dans leur sillage, parfois cachés au grand jour? Et si nous pouvions en avoir la preuve? Saqqara, en Égypte. À une trentaine de kilomètres au sud du Caire, se dresse la pyramide à degrés mondialement connue de Djéser. Datant de plus de 4000 ans, c'est la plus ancienne des 97 pyramides égyptiennes. Saqqara est également célèbre pour être la plus vieille nécropole d'Égypte, d'où son surnom, la Cité de la Mort. C'est là qu'en 1891, des archéologues français déterrent une tombe ancienne renfermant les vestiges d'un notable du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les divers objets découverts se trouve ce qui semble être un petit oiseau de bois, posé près d'un papyrus portant l'inscription « Je veux voler ». L'objet est par la suite envoyé au musée archéologique du Caire, où les responsables le placent parmi d'autres figurines représentant des oiseaux. Quasiment personne ne le remarque jusqu'en 1969, lorsque le docteur Khalil Messi, un égyptologue qui examine la collection, distingue une grande différence sur l'oiseau de Saqqara. C'est intéressant car, d'une part, ça ressemble clairement à un oiseau parce qu'il y a des yeux et un bec typique d'oiseau, mais d'autre part, les ailes ne sont certainement pas des ailes d'oiseau. Vers le milieu, nous voyons que l'aile est un peu plus épaisse. C'est dans cette zone que la portance est la plus puissante. Puis les ailes deviennent plus effilées à leurs extrémités. Et elles sont incurvées vers le bas. C'est un design aérodynamique très moderne. L'autre hic, c'est que les oiseaux n'ont pas de gouverne. Ils n'en ont pas besoin en raison de leur profil aérodynamique. Donc apparaît l'idée que cet objet ne représente pas un oiseau, mais une machine volante ou un avion. Les Égyptiens de l'Antiquité auraient-ils possédé une science leur permettant de voler? En 2006, Simon Sanderson, expert en aviation et aérodynamique, fabrique un modèle réduit 5 fois plus grand que l'oiseau de Saqqara pour tester cette possibilité. Nous restons à vitesse constante, nous augmentons légèrement l'angle d'attaque, puis nous relevons les forces qu'il produit et de la sorte nous découvrons ses caractéristiques de vol. À 10 degrés, nous avons une portance et un poids multiplié par 4. Alors il devrait voler en fait. Oui, c'est bon.
Les tests montrent que l'oiseau de Saqqara est un planeur très élaboré. Et c'est ce design que nous utilisons de nos jours. Au cours des tests de Sanderson, on découvre que la seule chose qui empêche l'oiseau de Saqqara de voler est l'absence de gouverne arrière ou dérive nécessaire au maintien de l'équilibre. Est-il possible que l'oiseau de Saqqara ait un jour possédé cet accessoire crucial? Ce qu'il manque est un genre de dérive. Mais si on considère cette encoche-là, nous pouvons penser qu'elle était là pour recevoir une sorte de dérive qui a été perdue au fil du temps. Les modèles informatiques semblent confirmer que l'oiseau de Saqqara est certainement apte à voler. Mais il faut envisager un autre problème. Faire décoller un planeur. Les méthodes modernes requièrent l'usage d'un avion remorqueur qui le mène dans les airs, puis le libère à une certaine altitude. Alors, comment les Égyptiens de l'Antiquité auraient-ils pu lancer l'oiseau de Saqqara? Les égyptologues spécialisés en sciences nous disent qu'un tel planeur pourrait être lancé par catapulte. Et cela trouve un écho très favorable auprès des scientifiques égyptiens. L'idée de recourir à une catapulte renvoie à une méthode contemporaine. De nos jours, bien des passionnés de planeurs utilisent un système de cordes élastiques pour faire décoller leur appareil. Mais si l'oiseau de Saqqara peut voler, où les Égyptiens de l'époque auraient-ils acquis pareille technologie? Je pense que des peuples de l'Antiquité ont reçu la visite de créatures venant d'une autre planète, qui nous ont apporté la culture, les technologies et la science pour améliorer notre vie sur Terre et passer du stade primitif à celui de société développée. Si d'anciennes cultures étaient capables de fabriquer une quelconque machine volante, elles étaient alors bien plus évoluées que nous le pensons aujourd'hui. Cela change donc notre regard sur des civilisations de l'Antiquité. Il est avéré que nos ancêtres étaient bien plus intelligents et disposaient d'une bien plus grande technologie que ce qu'en disent les manuels scolaires d'histoire. On commence à se demander si on n'a pas loupé un épisode de l'histoire. Et honnêtement, je crois que oui. Je pense qu'il y a une partie oubliée dans l'histoire de l'humanité, que nous sommes une espèce souffrant d'amnésie. Nous ne nous rappelons pas vraiment ce que nous sommes. Je ne suis pas convaincu qu'il existe une preuve accréditant une ancienne visite extraterrestre. Mais rien ne permet d'affirmer le contraire. Et je crois qu'écarter cette possibilité serait une erreur, surtout parce qu'il y a beaucoup d'anomalies que nous ne savons pas expliquer. À quelques 11 000 km de l'Égypte, la jungle dense et les montagnes escarpées de Colombie renferment un grand nombre de sites archéologiques. Bien des chasseurs de trésors sont persuadés que la légendaire cité d'or, El Dorado, se trouve là, dissimulée sous une dense canopée. Alors que cette cité mythique n'a jamais été découverte, au début du XXe siècle, des pilleurs de tombes cherchant le long de la Magdalena tombent sur un site mortuaire d'une civilisation précolombienne appelée la Tolima et datant de 1500 ans. Parmi les objets funéraires, il y a des centaines de petites figurines d'or mesurant de 5 à 8 cm. Elles avaient pour la plupart l'apparence d'insectes ou de poissons. Cependant, parmi les centaines de figurines découvertes, il y en avait une dizaine évoquant une étrange ressemblance avec les avions de combat de notre époque. Elles ont une forme triangulaire, elles ont une gouverne arrière verticale, des stabilisateurs et un fuselage. Elles n'ont rien de commun avec une quelconque forme naturelle similaire. Ces figurines d'or seraient-elles la preuve que des extraterrestres sont jadis venus sur Terre? Une de ces figurines montre les ailes typiques que l'on retrouve sur un chasseur moderne. Et si on la compare à la navette spatiale,
On voit que la forme des ailes est très semblable. Elle est semblable à celle d'un vaisseau profilé pour aller à grande vitesse, comme c'est le cas de la navette. Il n'existe pas un insecte au monde qui a les ailes situées à l'arrière du corps. Si nous excluons la possibilité qu'il s'agisse d'un insecte, il reste le fait que cette chose soit bien ce qu'elle semble, un avion. En 1997, des experts allemands en aéronautique, dont Algun Inboom et Peter Belting, entreprennent de prouver ce fait en fabriquant un modèle réduit réplique de cette figurine et muni d'un train d'atterrissage et d'un moteur. C'était assez simple, car nous n'avons pas eu trop de travail sur la forme, vu que cette forme est parfaite. Tout avait déjà été fait par la peuplade d'origine il y a 2000 ans. Ils n'ont pas rajouté ou enlevé 1 centimètre. Ils ont pour l'essentiel reproduit la petite figurine en plus grand. C'est vraiment sensationnel qu'une civilisation précolombienne ait eu des connaissances en aérodynamique. Une fois achevé, le modèle réduit s'était lancé sur une piste improvisée et s'est envolé. Quand on voit cette chose décoller, on sent véritablement qu'on est dans le vrai. Ce test a été une grande réussite. Il nous a montré qu'une ancienne peuplade maîtrisait l'aérodynamisme à la perfection. Il démontre qu'il a dû se passer quelque chose. Nous ne savons pas comment cela est arrivé, mais nous sommes sûrs que c'est arrivé. Ceci est de la science appliquée. Ce n'est pas une élucubration hasardeuse. Il s'agit de gens qui ont voulu prouver, je m'en rappelle et tout le monde peut le voir, que ceci est vrai. Ceci est authentique. Cette petite chose exposée dans un musée pouvait voler. Nous avons 2 exemples provenant de 2 endroits éloignés de la planète. Tous 2 ont un profil aérodynamique et ils volent. Alors, suggérer que tout cela n'est qu'une coïncidence, allons. Au bout d'un moment, cette idée de coïncidence ne tient pas debout. Des gens de l'Antiquité auraient-ils vu de réelles entités, des sortes de dieux anciens? En fait, des astronautes volant dans un genre de vaisseau moderne. La réponse à ces questions se trouve peut-être dans d'anciens documents qui décrivent des schémas de vol, des lunettes d'aviation et même des combats aériens avec force détail. Au cours des 50 dernières années, la NASA a envoyé des astronautes dans l'espace au moyen de grandes fusées. Certains ont décrit cette méthode comme simplement mettre quelqu'un dans un grand pétard et allumer la mèche. La capacité de l'homme à s'aventurer plus loin dans l'espace reposera sur des systèmes de propulsion plus avancés. La NASA effectue diverses recherches. Il y a une grande variété de technologies de propulsion avancées qui sont activement développées et étudiées par la NASA et d'autres compagnies. Un des projets vraiment exotiques, c'est le lancement assisté par catapulte. On se sert d'une technologie dérivée du train à sustentation magnétique pour fabriquer un traîneau qui porte la fusée. On le pousse à Mach 1, puis on lance la fusée depuis le traîneau. Alors que ces systèmes de propulsion futuristes semblent tout droit sortis d'œuvres de science-fiction, des partisans de la théorie des anciens astronautes croient que d'anciennes civilisations possédaient ces mêmes technologies avancées. Ils désignent nombre de mythes culturels qui décrivent des gens de l'espace venant sur Terre dans des dragons crachant le feu ou des machines d'aspect métallique comme preuve d'une visite extraterrestre. Pour moi, les mythes et les légendes reposent sur une certaine réalité. Et bien qu'ils aient été mythifiés et exagérés dans bien des cas, je crois qu'ils comportent une part de vérité. Des gens de l'Antiquité ont vraiment volé dans des aéronefs, comme nous de nos jours. Mais ces aéronefs sont-ils arrivés sur Terre à l'aide du même système de propulsion existant à notre époque? La réponse est peut-être enfouie dans le long passé du sous-continent indien. L'Inde.
Plus d'1,1 milliard d'habitants peuplent ces villes modernes et ces bidonvilles ruraux, parlant des centaines de langages et pratiquant un grand nombre de religions différentes. L'Inde est considérée comme l'une des plus anciennes civilisations, avec des communautés remontant à 11 000 ans. Le pays abrite aussi quelques-unes des plus anciennes archives d'antiques technologies. D'anciens textes sanscrits, remontant aussi loin que 6 000 ans avant Jésus-Christ, décrivent en détail aussi variés que précis des machines volantes appelées Vimana. Les Vimanas sont des aéronefs et ils sont propulsés par des réacteurs. Tout cela semble vrai grâce à toute la description des effets suscités par la machine. Les éléphants s'enfuyaient paniqués. L'herbe était arrachée, car il y avait beaucoup de pression sous ces Vimanas. Nous pouvons donc dire qu'il s'agit là de la description d'un vaisseau spatial. Même si la majorité des historiens considèrent les textes sur les Vimanas comme des mythes, la plupart des documents contiennent des passages qui semblent décrire une mécanique et une technologie moderne. Le Vimanika Shastra évoque les métaux utilisés dans ces vaisseaux. Il parle d'électricité et de sources d'énergie. Il parle des pilotes et de la tenue qu'ils doivent porter. Il parle de la façon dont ils doivent s'alimenter. Il parle même des armes embarquées à bord de ces vaisseaux. Les manuels de vol des Vimanas sont assez semblables aux manuels de vol des avions de compagnie aérienne modernes, et même à ceux des avions de combat à réaction. Bien sûr, ils ont eux aussi des manuels de vol, car il est nécessaire pour un pilote d'avoir des informations sur l'appareil dans lequel il va voler. Nous avons aussi appris que ces Vimanas pouvaient être contrôlés directement par la pensée. Et c'est une technologie que les militaires d'aujourd'hui commencent à développer. Même de nos jours, et aussi évolué que nous pensons l'être, la moindre manifestation réelle d'une civilisation extraterrestre nous semblerait presque magique. Comme c'est le cas avec des systèmes technologiques électromagnétiques qui découlent d'une pensée cohérente et ordonnée. Et cela intrigue des gens. « Oh, ça me dépasse, ça !» Mais je leur dis, oui, eh bien, faites un effort d'imagination si vous voulez parler d'une véritable civilisation interstellaire. Le Vimanika Shastra, ou la science de l'aéronautique, indique que les Vimanas ont recours à un système de propulsion combinant gyroscope, électricité et mercure. Cela est-il possible? Le mercure est un élément inhabituel. Le mercure est un métal, c'est aussi un liquide, et c'est un conducteur électrique. Alors on peut faire des choses inhabituelles avec le mercure. On peut en mettre dans un appareil gyroscopique clos dans lequel il tourne. Et puis on l'électrifie. Des études en ce sens ont été menées par la NASA et d'autres scientifiques. Et ils ont découvert que l'on obtenait des effets de lévitation, des effets antigravité, et aussi une lumière rouge brillant qui tournoie. Le Vimanika Shastra suggère que les Vimanas étaient propulsés par plusieurs gyroscopes placés dans une sorte de vortex scellé de mercure liquide. Voici un modèle de gyroscope pour enfants. On l'actionne en faisant tourner une grande roue autour d'un axe central. Le gyroscope a la faculté d'effectuer plein de choses étranges, même de défier la gravité. Il parvient à faire cela car il exploite ce que l'on appelle le principe du moment angulaire. Il conserve une orientation particulière par rapport à son axe de rotation, la tige centrale. Si on incline cette tige, le gyroscope reviendra à sa position d'équilibre. Il va conserver le même moment angulaire. Le gyroscope est utilisé dans de nombreux domaines. Dans les avions, les fusées, les sous-marins, il leur permet de déterminer leur position par rapport à leur lieu de départ. Il peut aussi leur servir à déterminer leur vélocité et même à définir l'orientation d'un véhicule dans l'espace. L'un des textes parle de mercure en rotation qui génère un vent puissant.
C'est l'effet moulin à vent, que nous appelons unité de stockage d'énergie à volant d'inertie. Il s'agit d'un disque en rotation duquel on extrait tout doucement de l'énergie. Le mercure pourrait jouer ce rôle. Et cela pourrait servir à actionner une sorte d'hélice ou un genre de système dit à turbine, comme il y en a dans les aéroglisseurs. Le mercure serait très efficace pour ça, car il possède une forte densité. Donc le système de production d'énergie prendrait peu de place. Toutefois, les systèmes de stockage d'énergie à volant d'inertie ont tendance à perdre rapidement de la puissance. Pour voyager dans l'espace, leur taille devait être colossale. Ils conviennent très bien aux compagnies de distribution d'énergie pour le nivellement de charge. Elles stockent de l'énergie quand il y a moins de demande et la redistribuent quand il y en a plus. Mais elles sont implantées au sol. Avoir un tel système assez léger pour voler, il n'est pas certain que ce serait un engin pratique. Peut-être que des gens ont essayé de décrire quelque chose qu'ils voyaient comme ça. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de mercure, mais d'un autre métal liquide. Le moteur à vortex de mercure est peut-être une erreur de traduction, car le vortex ne convient pas bien à une propulsion par réacteur. La question de savoir comment ces civilisations voyagent plus vite que la vitesse de la lumière est fondamentale. C'est l'application scientifique d'études ayant duré des milliers d'années et qui sont consignées dans le Veda, l'enseignement védique, ou d'autres enseignements antiques. Et ça existe. Mais si les Vimana ont existé, cela pourrait-il prouver qu'il existait aussi un réseau de transport à l'échelle mondiale des millénaires avant Christophe Colomb? La réponse se trouve peut-être au sommet d'une montagne à proximité de Mexico. Au XXIe siècle, les moyens de transport et de communication modernes rapprochent plus que jamais les gens et les nations. Produits et idées, peu importe leur origine sur la planète, peuvent se retrouver dans les pays les plus reculés. Un tube de hip-hop de Brooklyn peut faire un tabac à Tokyo avant même d'être entendu à Manhattan. Cette interconnexion culturelle a transformé le globe. Mais est-ce nouveau? La majorité des archéologues pensent que d'anciennes civilisations comme celles des lointaines îles du Pacifique, d'Asie ou d'Amérique du Sud se sont développées indépendamment les unes des autres. Mais les adeptes de la théorie des anciens astronautes prétendent que des similitudes de style architectural et de croyances présentes dans ces cultures suggèrent qu'une voie de commerce international a pu les relier les unes aux autres. À l'image des aéroports dans le monde à notre époque, dans l'Antiquité, avec les Vimana, il y avait des hangars pour les Vimana, des aéroports pour qu'ils se posent. Et ces aéroports étaient situés dans des endroits stratégiques à travers le monde. C'est exactement ce que nous observons dans des lieux reculés. Les géoglyphes de Nazca au Pérou, qui recouvrent le désert, ou le mystérieux plateau dominant la vallée d'Oaxaca au Mexique, seraient-ils des preuves de pistes d'aéroports d'un réseau de transport aérien international? L'un des sites archéologiques les plus inhabituels du Mexique est celui de Monte Alban. C'est également une montagne, dont le pic a été complètement découpé et nivelé pour en faire un sommet tout plat. Et il y a aussi là-bas une cité mégalithique très ancienne. C'était sans doute une sorte d'aéroport pour Vimana. Les Vimana pourraient être le lien manquant entre les cultures isolées à travers le monde, car il leur fallait un très bref temps de vol pour se rendre d'un endroit de la planète à un autre. On trouve aussi des légendes de voyages aériens dans l'ancienne Afrique et au Moyen-Orient. Selon le Kebra Nagast, un livre sacré d'Éthiopie, écrit à une époque antérieure au IIe siècle avant Jésus-Christ,
La reine de Saba aurait reçu en cadeau un tapis volant offert par le roi Salomon d'Israël. Le Kebra Nagast est l'un des ouvrages les plus importants dont on a entendu parler. Le Kebra Nagast signifie « le livre des rois » et c'est le livre le plus sacré des Éthiopiens. Dans ces pages, le roi Salomon est décrit comme un personnage ayant accès à une sorte de machine volante. Et dans cette partie du monde, le terme « tapis volant » a toujours été usité abondamment. Question. Voulait-il vraiment dire « tapis volant » au sens littéral du terme, ou s'agissait-il d'une expression servant à décrire une sorte d'engin volant? C'étaient les chariots originels des dieux, dont parlait Erich von Däniken. Les tapis volants des contes des Mille et une nuits. Il y a des croyances au Moyen-Orient rapportant que le roi Salomon avait un aéronef et s'en servait pour aller dans divers lieux du Moyen-Orient, dans certaines montagnes qui sont connues comme les monts du roi Salomon. Ceux-ci devaient être des aéroports ou des zones d'atterrissage pour les Vimana. Nicolas Roerich, le célèbre explorateur russe, qui a voyagé à travers toute l'Asie centrale et au Tibet dans les années 1920, a lui aussi affirmé que les Tibétains avaient des traditions liées à la venue du roi Salomon au Tibet dans son aéronef. Le Kebra Nagast décrit aussi comment le roi Salomon se servait de son engin volant pour cartographier le monde. Mais ces cartes auraient-elles un lien avec d'autres plus anciennes, dont certains pensent qu'elles ont pu être réalisées par des extraterrestres? Certaines de ces cartes montrent le monde non pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était durant la dernière ère glaciaire. Et cela est vraiment dur à expliquer. Tout le monde a entendu parler de la carte du Piriris, mais peut-être pas de celle de Ranséphine, ou de la projection de Mercator qui dépeint l'Antarctique en grand détail des siècles avant même qu'il ne soit découvert. L'une des histoires portant la plus grande référence à un ancien aéronef apparaît de façon inattendue dans la Bible. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète décrit un chariot volant doté de roues au milieu d'autres roues et actionné par des anges. Même si les biblistes suggèrent qu'Ézéchiel s'exprimait de façon symbolique sur les ennemis terrifiants menaçant Israël, cela serait-il un autre exemple de visite extraterrestre et la preuve que les aéronefs existaient à cette époque? Dans l'histoire du trône-chariot d'Ézéchiel, ce véhicule volant semble n'avoir aucun moyen de propulsion. Si nous considérons le terme ange comme représentatif d'une sorte d'énergie céleste, ce chariot s'apparente alors davantage à un engin spatial, parce que les anges allaient et venaient. Eh bien, ça fait penser à des flammes qui évoquent une propulsion, et il y a des sortes de roues qui font penser à des soucoupes volantes. Nos ancêtres n'étaient pas idiots. Ézéchiel a vu quelque chose de si terrifiant qu'il s'est agenouillé. Puis, auréolé de la gloire de Dieu, surgit cette créature, en habit brillant, qui semble être en métal. Et elle dit à Ézéchiel, « Voilà mon gars, nous t'avons conduit ici, nous voulons que tu mesures ce monument, cet édifice. » Alors Ézéchiel demande, « Pourquoi je ferais ça ?» Et là, la créature répond, « Nous t'avons amené ici pour ça. » Puis, dans la deuxième partie du livre d'Ézéchiel, il y a 40 pages couvertes de mesures et encore de mesures de ce gigantesque bâtiment, qui, soit dit en passant, a été touché par la grâce divine. Au début des années 1970, Joseph Blumrich, scientifique de la NASA, entreprend d'infirmer la théorie disant qu'Ézéchiel avait bien vu un vaisseau spatial. Joseph Blumrich est un fameux spécialiste des fusées. Il a travaillé sur les projets Apollo pour la NASA. Et du point de vue d'un ingénieur spatial, il a commencé à s'intéresser à la première partie du livre d'Ézéchiel. Et après de nombreux mois d'études, Joseph Blumrich en est arrivé à la conclusion que ce qu'Ézéchiel décrivait dans son livre
était bien un genre de vaisseau spatial. Joseph Boumrick écrit par la suite Les vaisseaux spatiaux d'Ézéchiel. Quelques années plus tard, un ingénieur allemand des structures nommé Hans-Herbert Bayer dessine un plan tiré de la deuxième partie du livre d'Ézéchiel, où il est ordonné à ce dernier de construire une enceinte sans toit pour stationner l'engin spatial. Le vaisseau spatial d'Ézéchiel rentre parfaitement dans le temple recréé par Hans-Herbert Bayer. Alors, ce que nous avons ici est une preuve démonstrative. Voici un ingénieur de la NASA et un ingénieur des structures, qui ont chacun œuvré de leur côté sans savoir ce que faisait l'autre. Et les deux pièces s'emboîtent comme dans un puzzle. Dans n'importe quel tribunal, cette preuve serait retenue. Je pense que les scientifiques ne sont pas à l'aise avec la notion de civilisation perdue, précisément parce que les preuves la soutenant sont trop ambiguës. Cela ne saute pas aux yeux de façon à être aussitôt évident. Il faudra bien plus de preuves avant qu'elles ne soient largement acceptées. Le Dieu auquel je crois n'a pas besoin d'un véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B. Quelle que soit l'entité décrite dans l'Ancien Testament, ce n'était pas Dieu, c'était un extraterrestre de chair et de sang que nos ancêtres ont malencontreusement assimilé à un être divin et surnaturel. Et pourquoi? À cause d'une technologie incomprise. Et cette incompréhension est la menace sous-jacente qui touche toute la théorie des anciens astronautes. Mais tandis que des écrits anciens fournissent des indices tangibles sur notre passé, une preuve physique éclaircit davantage encore le tableau. La science moderne finira-t-elle par prouver la théorie des anciens astronautes? Les anciennes civilisations de la planète avaient-elles accès à une technologie avancée? Eh bien, il semble qu'il y avait quelque chose. Les plus grands chantiers et les plus grandes carrières de notre époque voient des méga-engins creusés, découpés et soulevés de la roche. Ces créations de l'homme sont gigantesques à côté de leurs créateurs et accomplissent le travail de milliers d'ouvriers à l'aide de technologies hydrauliques modernes. Sans un tel matériel, les entrepreneurs n'auraient jamais pu bâtir les gratte-ciels modernes. Pourtant, des milliers d'années auparavant, d'anciennes civilisations effectuaient le même ouvrage pour ériger leurs monuments et leurs temples construits en pierre massive. Ces énormes blocs, dont la plupart pèsent plus de 100 tonnes, constitueraient une épreuve pour les ingénieurs d'aujourd'hui. Pourtant, il y a des milliers d'années, des gens les ont découpés dans la roche brute, les ont transportés sur des kilomètres et les ont hissés, puis positionnés avec précision. Mais comment ? Les ont-ils découpés au moyen de marteaux, de ciseaux et de câbles de cuivre, ainsi que le suggèrent la plupart des archéologues? Auraient-ils pu les soulever et les transporter sans l'aide de systèmes de poulies ou sans la roue? Ou d'anciennes civilisations possédaient-elles des technologies avancées qui ont depuis été perdues pour la science? À Gizeh, il n'y a pas que les pyramides. Relié à ces pyramides se trouve ce que les égyptologues appellent la nécropole. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour penser quand on voit cela que quelque chose ne colle pas. Alors que ces pyramides sont bâties avec des blocs de 2 ou 3 tonnes, les temples, qui sont minuscules en comparaison, sont érigés avec des blocs de 100 tonnes et parfois même 200. Laissez-moi vous dire ce que représente un bloc de 100 tonnes. Prenez 100 voitures familiales, compressez-les ensemble et vous obtiendrez un de ces blocs. D'abord, et sans même parler de soulever ces blocs, pourquoi vouloir prendre des blocs de 100 tonnes? Ça n'a tout simplement aucun sens. Les gens de l'époque n'avaient aucune raison de bâtir avec des blocs de granit gros comme un semi-remorque. C'est genre, ok, on le fait, mais de la façon la plus difficile possible. Si je suis convaincu qu'une technologie élaborée a été utilisée pour construire ces bâtiments avec ces blocs,
C'est parce que si nous allons dans une carrière de pierre aujourd'hui et regardons l'arsenal de machines nécessaires pour réaliser des choses similaires, nous voyons que ces machines sont énormes. Les tenants de la théorie des anciens astronautes ne croient pas que des extraterrestres ont construit ces monuments extraordinaires, mais plutôt qu'ils ont fourni le savoir-faire ou des outils technologiques à nos ancêtres. L'ingénieur Chris Dunn a consacré plusieurs décennies à faire des recherches sur les outils de construction utilisés par les Égyptiens de l'Antiquité. Les égyptologues nous enseignent que les Égyptiens de l'Antiquité avaient des outils très simples. Ils se servaient tous les jours de boules de pierre, de ciseaux et de tubes de cuivre, et de sable pour faire des trous dans la diorite, et le granit, des roches extrêmement dures. Mais les informations que j'ai pu rassembler au cours des années semblent en fait aller à l'encontre de cette notion disant qu'ils avaient des outils simples. En Égypte, Dunn a pu observer en personne d'anciens sites. Ce qu'il a découvert s'avère à la fois révolutionnaire et controversé. Si on s'intéresse au plateau de Gizeh et à toutes les pierres qui composent la Grande Pyramide, sans parler de la pyramide de Képhren et de la pyramide de Mykérinos, on compte 2,5 millions de blocs pour la seule Grande Pyramide. Il fallait avoir des moyens efficaces pour les découper à la bonne taille et les mettre en place. Il fallait avoir quelqu'un sur le site qui dise « Il me faut un bloc de cette taille » et hop, on le lui apportait. Presque sur le champ. En effectuant des recherches à Abu Rawash, à quelques kilomètres au nord de Gizeh, Dunn découvre un indice lorsqu'il remarque une profonde entaille sur un bloc de granit. La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas quoi en penser. J'ai passé des jours à essayer de comprendre. Parfois, je me réveillais à 3 h du matin, je me grattais la tête en me demandant comment ils avaient pu faire cette entaille. Et j'ai fini par comprendre que le seul moyen qu'ils avaient eu de la faire, c'était avec une scie de 10,5 mètres de diamètre. L'idée que les Égyptiens de l'Antiquité aient utilisé des scies géantes se heurte à une forte opposition dans le monde de l'archéologie. Dunn en est toutefois convaincu. En tant qu'ancien machiniste, je recherche des marques d'outils. J'en cherche partout où je vais. Alors bien sûr, je peux être accusé de chercher quelque chose que je vais certainement trouver parce que je vais ramener toutes mes observations à ça. D'accord, accepté. Mais la question est, pourquoi cette marque est là? Pour moi, c'est clairement une marque de machine-outil. Mais il n'y avait pas de machine-outil à l'époque. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher d'autres marques de machines-outils, et il y en a partout. On en trouve sur les statues. On en voit beaucoup au musée de Luxor. Il semble y avoir une marque sur le côté du postérieur d'Amon, à la jointure avec le banc, où il y a une entaille, comme un outil qui a ripé. Par conséquent, ce devait être un outil assez efficace. Dunn pense aussi que les grandes excavations du sol à Gizeh ne sont pas des fosses pour des bateaux, comme le prétend la majorité des archéologues, mais qu'elles accueillaient les scies de 10,50 mètres. J'ai spéculé que ça pouvait être des fosses pour les scies. Les scies étaient installées dans ces fosses, et ils passaient le bloc à la scie avant de le poser sur la pyramide. Autre mystère, comment des méga-blocs étaient-ils hissés et positionnés avec précision? À notre époque, on constate que pour bâtir de grands édifices, on doit fabriquer du matériel lourd afin de pouvoir les construire. Et cela est une chose que l'archéologie n'a jamais prise en compte. Les 3 plus gros monolithes du monde taillés par des hommes se trouvent au temple de Jupiter, à Baalbek, au Liban. Le poids de chacun est estimé à environ 1000 tonnes. Dans une carrière à proximité se trouve un bloc encore plus gros, appelé la pierre de la femme enceinte. Ce bloc géant rectangulaire pèse le poids incroyable de 1200 tonnes. Pour le déplacer aujourd'hui, il faudrait la puissance conjointe de 21 grues à forte capacité de levage. Je travaille dans le bâtiment. Si un certain projet est mis en chantier quelque part, en particulier dans une zone montagneuse,
Comment transporterions-nous tout ce matériel? Ces grues et tout le tout-im. Elles sont si lourdes qu'il est virtuellement impossible de les amener sur le site. Ce rocher vient d'un projet à Palm Springs, où ils disposaient d'une des plus grosses excavatrices qu'ils ont pu louer. Ils ont eu du mal à le charger dans le camion. Il pèse plus de 5 tonnes. C'est peu en termes mégalithiques, mais grosso modo, c'est ce que nous pouvons déplacer avec notre matériel moderne. Nous sommes censés admettre que les gens qui ont bâti les pyramides n'avaient pas la roue, n'avaient pas la poulie, n'avaient pas de fer, qui n'avaient rien en fait, juste des esclaves comme main-d'œuvre et des bouts de ficelle. Le contexte ne cadre pas avec les résultats. J'ai dirigé des levages à la poulie en Haute-Égypte. Des milliers de personnes étaient impliquées à divers stades du projet pour bouger des blocs de pierre très fragiles qui pesaient des centaines, sinon des milliers de tonnes. Oui, on peut se servir de cordes, mais on a aussi besoin de recourir à du matériel mécanique. Mais si ces anciennes civilisations ne possédaient pas d'équipements mécaniques modernes, comment ont-elles déplacé et levé des monolithes aussi lourds? Certains pensent qu'elles ont bénéficié d'une assistance technique de la part de visiteurs extraterrestres. Il faut se demander pourquoi aurait-il voulu faire quelque chose d'aussi incroyablement difficile? La réponse à cette question doit être parce que d'une certaine manière, ce n'était pas si difficile pour eux. C'était facile. Il existe une description très concise de la façon dont ces blocs massifs étaient transportés de la carrière au site de construction. Les maîtres d'œuvre étaient habilités à mettre une sorte de substance blanche, un peu comme du papier, sur les pierres, et ils écrivaient dessus. Et en gros, ils donnaient une poussée à la pierre, et elle se déplaçait de presque 2 mètres comme par magie. Non. Alors, était-ce la magie qui déplaçait ces blocs? Non. Une certaine technologie était à l'œuvre. C'est une partie de la solution. Afin de vraiment déplacer quantité de monolithes de la sorte, il aurait fallu les faire léviter, les mettre d'une manière ou d'une autre en état d'apesanteur et les déplacer en l'air à l'aide d'un engin quelconque. Peut-être même d'un instrument qui tenait dans la main, comme un genre d'émetteur de rayons. La méthode de l'homme de l'Antiquité pour déplacer ces gros blocs n'est qu'un mystère parmi d'autres. Il y a aussi la question des techniques de leurs tailleurs de pierre. Comment des civilisations antiques pouvaient-elles graver des motifs aussi complexes dans du granit solide? Palm Springs, en Californie. Le maître tailleur de pierre et sculpteur Roger Hopkins se sert d'un outillage sophistiqué pour découper et façonner des roches dures. Du matériel comme du fil de découpe diamant ou des polisseurs diamants lui permettent de réaliser des œuvres d'art à partir de granit brut provenant de carrières à proximité. Pourtant, même avec ses outils haut de gamme, Hopkins ne peut reproduire ce que d'anciennes civilisations accomplissaient il y a des milliers d'années. Ces méthodes aux techniques sophistiquées seraient-elles la preuve tangible que des humains ont reçu l'aide de créatures venues de l'espace? La précision que j'ai constatée dans certains travaux est tout simplement incroyable. Il est possible de les réaliser à la main, mais ça prendrait un temps fou. De plus, il faut posséder des années d'expérience pour arriver à ce résultat. À mon avis, les éléments de preuve les plus tangibles que nous ayons lorsque nous considérons une éventuelle technologie extraterrestre apparaissent au niveau des anciennes techniques de taille des pierres. Parce que dans certains cas, nous ne pourrions pas reproduire aujourd'hui ce que nos ancêtres ont prétendument accompli dans ce domaine.
Pumapunku est un vaste complexe de temples situé sur un haut plateau de Bolivie. La plupart des archéologues datent le site d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Les gens qui vivaient là n'avaient ni langage écrit, ni la roue. Et pourtant, ils ont réussi à bâtir l'une des structures les plus complexes du monde. Les partisans de la théorie des anciens astronautes voient Pumapunku comme une preuve évidente d'une influence extraterrestre. Les ruines découvertes à Pumapunku sont extraordinaires. Pumapunku défie tout simplement la logique. L'intérêt du Pumapunku n'est pas tellement que les pierres s'assemblent parfaitement, mais le fait en outre qu'elles soient gravées d'un motif si complexe qu'il nécessite des concepts mathématiques allant bien au-delà de nos connaissances actuelles. Pourtant, dans le passé, quelqu'un a trouvé le moyen de faire ça dans un but bien précis, et d'une façon telle que même les programmes informatiques d'aujourd'hui demanderaient comment c'est possible. Les hauts plateaux de Bolivie, Pumapunku. Certains de ces blocs font dans les 40, 50 tonnes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, ils avaient une qualité de taille de pierre sacrément ajustée pour un peuple datant de 5000 ans. C'est presque incroyable. Mais ces plans de coupe que nous voyons là sont vraiment très impressionnants. Et certaines des incisions, comme celles que nous avons là, ces coupes intérieures sont très difficiles à faire. Pour vous dire, pour nous, avec notre équipement, ce serait déjà très difficile d'arriver à une telle précision. Parlez-moi du travail sur ces niches. J'avais peur que vous me posiez ce genre de questions. Ça, c'est du sacré boulot. Si nous devions faire ça de nos jours, nous devrions utiliser des machines-outils à commande numérique assistées par ordinateur, qui sont équipées d'une tête diamant et qui disposent d'un modèle numérique que reproduit l'ordinateur. Et même comme ça, ce serait peut-être pas aussi parfait. Parce que même si on peut dire avec certitude que cette pierre est brisée, on ne peut déceler aucune imperfection dans ses motifs. C'est comme, et d'ailleurs quand on est sur le site, si on passe son doigt sur les bords et qu'on appuie un peu le bout du doigt, on risque de se couper. Les bords sont acérés à ce point. Mais d'où des peuples anciens tireraient-ils pareille technologie? Est-il réellement possible que des visiteurs extraterrestres aient apporté différents outils et procédés de construction? Quand j'ai vu ces blocs, je n'ai pas vraiment pensé qu'ils avaient été taillés. La première pensée qui m'est venue, c'est que ça ressemblait beaucoup aux constructions de blocs tissés de Frank Lloyd Wright, qu'il a développé sur des maisons de Californie au début des années 20. À cette époque, il procédait en coulant du béton dans des moules. Il existe en fait d'anciennes légendes incas suggérant que ce peuple avait la faculté de ramollir la pierre. À Sacsayhuaman, par exemple, nous avons trouvé ces gigantesques blocs de pierre, ces gigantesques murailles qui donnent l'impression que la pierre a été fondue, mise en place, puis durcie à nouveau. Plusieurs centaines de kilomètres au nord de Pumapunku se dresse Machu Picchu, sur un haut promontoire rocheux des Andes péruviennes. Bâtie par les Incas au XVe siècle, la citadelle de pierre est soudain abandonnée une centaine d'années plus tard. Comme Pumapunku, Machu Picchu montre aussi des signes de construction élaborés. Et probablement de pierre fondue. Je ne peux m'empêcher de penser que l'instigateur de ce projet a tout prévu du début à la fin. Ils n'ont pas d'abord extrait les pierres avant de se demander « mince, comment on va les transporter ?» Ils savaient du début à la fin ce qu'ils devaient faire.
les techniques et les technologies qu'ils allaient utiliser, de sorte que ce n'était pas si difficile. Dans l'industrie d'aujourd'hui, il existe un adage, ne complique pas les choses. D'après son expérience, Mike Dunn pense que le procédé le plus simple pour ériger les murailles de Machu Picchu aurait été de transporter de petits rochers sur le site, de les fondre, puis de façonner les murs à la forme et à la taille voulue. Ça réglerait bien des problèmes pour bâtir cette muraille. Tout d'abord, on aurait différentes formes, chacune d'une même taille. Donc, on serait sûr que tout s'assemblerait bien, contrairement à des pierres taillées par divers artisans. Fondre des rochers et les couler en place exigerait une incroyable quantité de chaleur, juste pour étaler quelques blocs. J'ai une torche à plasma dont je me sers parfois pour modeler le granit. Et elle génère une température de plus de 3000 degrés. 3000 degrés. C'est énorme! Quand nous regardons les monuments d'anciens peuples, nous voyons une technologie qu'ils ne pouvaient sans doute pas posséder. Il ne reste que deux possibilités. Soit c'est Dieu qui a tout fait, ce que nous ne pensons pas un instant, soit des êtres d'une civilisation plus évoluée sont venus d'une autre planète et leur ont montré comment faire. Puis ils ont repris leur matériel, leurs outils et sont repartis sur leur planète. L'idée sous-jacente est qu'aucun de ces monuments n'a été bâti ou fabriqué par des extraterrestres. C'est nous, les humains, qui avons tout construit, à l'aide de leur technologie. Il est tout à fait plausible que des visiteurs de l'espace soient venus, qu'ils nous aient montré comment s'y prendre, et qu'ils aient voulu laisser une espèce de trace de leur passage. Si on veut laisser une trace permanente, la pierre est le seul moyen. Mais si des créatures plus évoluées d'une autre planète ont vraiment apporté leur technologie sur Terre, ces anciens astronautes auraient-ils oublié un de leurs outils en repartant? Les procédés utilisés pour ériger les grandes structures mégalithiques comme Pumapunku et les pyramides d'Égypte demeurent un mystère. Et les outils qui ont servi à leur construction, où sont-ils? Pourraient-ils nous donner un indice sur la façon dont ces immenses édifices de pierre ont été bâtis? Beaucoup de ces anciens et mystérieux monuments ont été bâtis à une époque où on ne connaissait pas l'acier. Alors il y avait du cuivre. Et oui, ils pouvaient le durcir par un façonnage à froid au marteau. Mais ça n'aurait pas suffi pour entailler des roches comme le basalte ou le granit. Alors ils ont dû avoir recours à des techniques bien plus laborieuses. Ou bien ils possédaient une sorte de technologie avancée qui m'échappe. Et je suis dans le métier depuis 40 ans. Les outils et les machines devaient être d'une complexité comparable à la tâche de bâtir les pyramides. Pour exécuter ces statues avec un tel niveau de précision, pour exécuter ces niches avec une précision digne de notre époque que nous obtenons en laboratoire d'étalonnage. Et la grande question, où sont passés les outils? Vers la fin du 19e siècle, l'archéologue britannique Sir Flinders Petrie sillonne l'Égypte, ne s'intéressant pas aux grands monuments, mais aux plus petits objets. Petrie était absolument fasciné par les prouesses techniques des Égyptiens. Il cherchait constamment à comprendre comment ils s'y prenaient, comment ils développaient leurs techniques et comment, en quelque sorte, ils perfectionnaient sans cesse leurs outils. Les égyptologues nous enseignent que les Égyptiens de l'Antiquité avaient des outils très simples. Ce que Petrie a découvert, ce sont des informations qui semblent réfuter cette notion.
Voici un échantillon de forage. On peut voir de fines lignes sur sa surface. On peut voir la technologie mise en œuvre pour le réaliser. C'est un forage parfait presque tout du long, mais qui s'effile d'un côté. Ceci est un fragment de boule de diorite, une des roches les plus dures qui soit. On remarque sur ce fragment une marque laissée par un tour. Et c'est vraiment intéressant qu'ils aient réussi à faire une telle marque sur un matériau aussi dur. Toutefois, parmi les marques d'outils découvertes par Petrie, l'une sort du lot. Alors qu'il travaille dans la Grande Pyramide, Petrie trouve une carotte de forage de granit. Les carottes de forage étaient assez courantes dans l'ancienne Égypte. Petrie en a trouvé quelques-unes en fait. Le côté intéressant de celle qu'il a découverte à Gizeh, c'est qu'il s'agissait d'une roche très dure, très bien striée, rainurée avec précision. Comme nous le voyons, elle a de très fines marques sur la surface. Des lignes séparées juste de 2 ou 3 mm. Nous voyons qu'elles font tout le tour avec une grande précision. Il n'y a quasiment aucune ondulation. Cette carotte fascinait absolument Petrie. Il est revenu l'observer toute sa vie durant. Sa théorie, c'était que les Égyptiens devaient avoir accès à des diamants ou une sorte de joyau qui aurait pu strier le granit. Ce qu'il y a d'intéressant dans la théorie de Petrie sur la façon dont ces lignes ont été faites, c'est qu'il n'a jamais découvert le moindre diamant dans l'Égypte ancienne. Alors où étaient-ils? Où sont-ils passés? Nous n'en savons rien. Si les Égyptiens de l'Antiquité n'ont pas de diamants, comment les rainures ont-elles été gravées avec précision sur la carotte de granit? Petrie aurait-il par hasard découvert la trace d'un outil fabriqué par des extraterrestres? L'expert en machine Chris Dunn essaie de répondre à cette question en créant son propre tube de forage du granit à l'aide des outils et des techniques dont disposaient les Égyptiens à l'époque. Afin de tester la théorie des égyptologues sur la façon dont on forait le granit dans l'Égypte ancienne, j'ai pris un tube auquel j'ai fixé une manivelle. Et je me suis servi de sable et de carbure de silicium. Après des heures passées à le manier pour forer ce morceau de granit, je suis finalement allé assez profondément pour extraire une carotte. Et si j'ai fait ça, c'est pour observer et le trou et la surface de la carotte. L'étape suivante consiste à comparer avec un microscope industriel haute technologie la carotte de Dunn à un moulage en latex de celle du musée de Petrie. Nous avons sous le microscope l'échantillon extrait avec le tube de cuivre et le sable. Comme vous pouvez le voir sur la surface de cet échantillon, les stries ne sont pas très claires. Il n'y a rien de bien distinctif en termes de marque d'outils en faisant usage de cuivre et de sable. Je passe au moulage latex de l'échantillon du musée Petrie. Et nous avons quelque chose de totalement différent. Les stries sont vraiment très claires. Elles sont assez profondes. La vérité se cache souvent dans les détails. Et les détails de cet artefact particulier sont ce que je considère comme une preuve tangible en termes de degré de technologie dont nous pensons que les Égyptiens de l'Antiquité ont bénéficié. Intrigué par sa découverte, Chris Dunn effectue d'autres expériences à l'aide d'instruments de précision. Comme vous le voyez, ceci est un marbre de contrôle d'étalonnage. Il a probablement un lissage d'une tolérance inférieure à 1 micron. Ça fait 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu. Alors, j'ai réellement été surpris quand je suis allé dans le Sérapéum et que j'ai appliqué ces instruments sur la surface et découvert qu'elle était lissée avec une netteté entrant dans ce que je considère comme la marge de tolérance de ces gabarits particuliers. Si on pose une feuille de papier sous une extrémité de cet instrument, on voit alors que la lumière s'infiltre dans l'interstice. Et donc, la précision du lissage de la paroi interne des caveaux de granit du Sérapéum est, je dirais, d'une tolérance inférieure à 1 micron.
ce qui est incroyable, car ce genre de tolérance ne se produit pas par hasard. J'étais très troublé. Je trouvais hallucinant d'aller en Égypte, de me rendre dans un temple censé dater de 3000 ans et de découvrir ce niveau de précision. J'étais stupéfait. J'ai vu le résultat des gravures sur le granit en Égypte, et ils le faisaient avec des fragments de quartz. Je croyais qu'on ne pouvait qu'érafler la roche en s'y prenant comme ça. C'est une possibilité, mais là, ça demande énormément de travail pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire que quelqu'un devrait travailler pendant des années pour obtenir un tel résultat. Voici mon avis. Nous avons avec nous un véritable tailleur de pierre. Vous. Ouais. Vous avez vu ça. Et on dirait que vous avez le cerveau qui fume. Disons-le comme ça. Si un client me demandait de faire ça, je refuserais quelle que soit la somme proposée, parce que je ne vais pas gâcher ma vie à tenter de reproduire ça. Mais la précision des monuments taillés dans la roche n'est pas le seul mystère persistant du Moyen-Orient. Des ingénieurs spécialisés ont aussi étudié l'histoire biblique de l'exode des Hébreux hors d'Égypte. Comment ont-ils survécu pendant 40 ans dans le désert? Possédaient-ils des machines aux capacités extraordinaires, non destinées à la construction, mais à la propre survie de l'homme? Dans la Bible hébraïque, le livre de l'Exode décrit la souffrance des Juifs qui avaient une vie d'esclaves en Égypte. Puis, aux environs du XIVe siècle avant Jésus-Christ, le pharaon au pouvoir, inquiet de voir le nombre de Juifs augmenter dans son pays, ordonne de tuer le premier-né de chaque famille juive. Pour tenter de sauver son fils, une mère le met dans un berceau et l'envoie à la dérive sur le Nil. Cet enfant est retrouvé par la fille du pharaon, qui l'appelle Moïse, et l'élève comme son fils. Adulte, Moïse découvre sa véritable identité et demande au pharaon de libérer les Juifs. Celui-ci refuse, et Moïse aide alors les Israélites à fuir l'Égypte. Les historiens croient que Moïse et son peuple ont traversé la mer Rouge et se sont enfoncés dans le désert du Sinaï. Selon les textes anciens, Dieu aurait été en colère contre les Juifs qui vénéraient une idole et les aurait forcés à errer dans le désert pendant 40 ans avant de les laisser entrer en Israël. Durant tout ce temps, la Bible dit qu'ils ont survécu grâce à une unique source de nourriture, la manne. Mais qu'est-ce que la manne? Une nourriture naturellement abondante fournie par Dieu? Ou comme le croient certains, quelque chose de très différent? La Bible explique comment les Israélites ont fui l'Égypte où ils étaient esclaves pour aller en terre promise. Ils devaient traverser le désert du Sinaï. Et forcément, vu qu'il y avait beaucoup d'Israélites et très peu de plantes, comme c'était un désert, ils ont commencé à manquer de vivres. Dieu est alors intervenu et leur a envoyé de la manne depuis le paradis. Elle prenait la forme de graines qui tombaient du ciel comme de la pluie. Elles étaient ramassées le lendemain et servaient à nourrir les Israélites. Le vendredi, il y avait double ration, car le samedi étant Shabbat, il n'en tombait pas. Alors que la Bible hébraïque ne donne pas de description précise de la manne, un autre texte juif ancien apporte un indice alternatif. Le Zohar est un ensemble de commentaires et d'interprétations spirituelles de la Torah, ainsi que l'un des ouvrages majeurs de la Kabbale. Il a été écrit au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le Zohar décrit ce qui est appelé l'Ancien des Jours fournissant la manne. Mais qui était cet Ancien des Jours? Un homme? Un dieu? Ou autre chose? Le texte parle de cerveaux d'une taille différente, de visages d'une taille plus grande. Ils étaient connectés par divers tubes et diverses sources de lumière. Les théologiens ont suggéré qu'il s'agissait d'une description de Dieu. Toutefois, si on regarde cela d'un point de vue moderne, ce qui est décrit dans la Torah n'est pas nécessairement une image de Dieu, mais plutôt
une sorte de machine. Intrigués par cette information, deux ingénieurs électriciens, George Sassoon et Rodney Dale, reprennent la description anatomique de l'ancien des jours pour concevoir ce qu'ils appellent une machine à manne. Ceci est vraiment le schéma essentiel de la machine à manne comme nous l'avons fabriquée à partir des textes. Par exemple, en 1, là, c'est la bouche. Mais c'est en fait une prise d'air qui achemine ce qui est décrit comme le souffle de la vie. L'air remonte par ce tube pour arriver en 2, qui représente le cerveau de l'ancien, mais qui est en fait un condensateur. Et là, nous avons évoqué la grande mère et les poils de la barbe et ainsi de suite. En même temps, nous avons pu déterminer leur position relative et établir les spécifications de la machine. Et voir que nous avions un résultat qui était biochimiquement viable. La machine absorbe l'air humide du matin et le condense dans la partie qui ressemble à un dôme en plexiglas. L'eau obtenue est ensuite mélangée à une culture d'algues. Cette culture est ensuite traitée avec de l'énergie comme une puissante lumière laser dans le but d'accélérer la croissance. Bien sûr, il faut de l'énergie pour cultiver les algues. Et celle-ci était produite, nous posons comme postulat, par un petit réacteur nucléaire qui produirait à la fois la chaleur et la lumière requise. La machine à manne était un appareil extrêmement dangereux. Nous supputons que le réacteur qui alimentait la machine était transporté dans l'Arche d'Alliance. Il y a de multiples références dans la Bible indiquant que quiconque s'approchait de l'Arche d'Alliance et ne savait pas comment la manipuler était condamné à une mort certaine. Et parfois, après avoir vu l'Arche, des gens commençaient à perdre leurs ongles et commençaient à perdre leurs cheveux. C'est la preuve d'un type de radioactivité néfaste qui était directement lié à l'Arche d'Alliance. Alors, l'Arche d'Alliance renfermait un appareil extraterrestre qui a été donné aux Israélites pour leur pérégrination de 40 ans dans le désert. La machine à manne est supposée avoir fourni une forme hautement nutritive d'algues vertes ou chlorelles en guise de source de nourriture. C'est encore une théorie soutenue par la science moderne. Nous avons trouvé, dans le domaine du voyage dans l'espace, que des travaux avaient déjà été entrepris pour cultiver des chlorelles dans des réservoirs, lesquels ont ensuite nourri des gens vivant dans un environnement clos, ce qui leur a permis de survivre. Des études menées par la NASA dans les années 1960 et 1970 ont établi que des humains peuvent subsister durant de longues périodes en se nourrissant exclusivement de chlorelles. S'il est possible pour des astronautes de survivre en mangeant des algues, les Israélites auraient-ils pu faire pareil? La machine à manne était un appareil délicat. Pour qu'elle fonctionne normalement, il fallait la nettoyer une fois par semaine. Ce jour-là, la machine était démontée et bien lavée. Il est donc possible que l'origine du Shabbat que nous connaissons aujourd'hui vienne du jour de nettoyage de cette machine. Une théorie qui pourrait être avancée, bien évidemment, c'est que cette machine, même s'il savait comment l'entretenir et comment lui faire produire la manne, au bout d'un certain temps, elle a dû épuiser ses réserves, ne plus fonctionner. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis du désert. Mais si la survie des Israélites dépendait de la machine à manne, où se l'ont-ils procuré? Certains pensent qu'ils l'ont volée aux Égyptiens avant l'Exode. D'autres soupçonnent les extraterrestres de la leur avoir donnée dans un geste désintéressé afin de leur éviter de mourir de faim dans le désert. Dans chaque cas, la réponse, tout comme l'Arche d'Alliance, semble perdue dans la nuit des temps. Aujourd'hui, des scientifiques ont mis au point avec succès un nouveau procédé pour produire une substance riche en protéines en utilisant de l'énergie solaire, de la vapeur d'eau et des chlorelles. Celui-ci pourrait-il être la reproduction d'une technologie extraterrestre datant de milliers d'années?
Ils ont en fait fabriqué une machine basée sur la culture d'algues, qui produit une sorte d'aliment très nutritif. Et nous pouvons voir un genre de technologie similaire décrit dans le Zohar. L'histoire est-elle en train de se répéter? Une des grandes questions qui se posent est d'où venait la machine? Et il y a deux réponses possibles. Soit elle a été fabriquée sur Terre, une théorie à laquelle je ne peux pas vraiment souscrire. L'autre, bien sûr, c'est qu'elle a dû arriver d'une quelconque région de l'espace. Maintenant, cela demande un gros effort d'imagination. Bien sûr, le côté intéressant, c'est qu'elle produit de la nourriture comme si c'était pour un vaisseau spatial. Si dans l'Antiquité il y avait des machines à manne, des scies géantes et des aéronefs sophistiqués, quelle source d'énergie permettait d'exploiter toute cette technologie? La réponse se cache peut-être sous notre nez. De tous les anciens monuments existants à travers le monde, aucun n'est sans doute plus mystérieux ni plus durable que la Grande Pyramide de Gizeh. Haute de 137 mètres, la Grande Pyramide est la structure la plus élevée du monde jusqu'à l'achèvement de la Tour Eiffel en 1889. Mais alors que d'autres pyramides et d'autres temples comportent des hiéroglyphes décrivant leur raison d'être, la Grande Pyramide ne montre pas la moindre marque. Quelle était sa fonction? Pourquoi a-t-elle été érigée? Et quel secret demeure caché en son sein? Personne n'a pu expliquer l'agencement intérieur de la Grande Pyramide. Il n'a absolument aucun sens, selon notre logique. Il y a des tunnels étroits dans lesquels il faut se baisser, puis on émerge dans de grandes galeries de 9 mètres de haut. Il y a des chambres de granit, mais le granit ne provient pas du site. Il fallait l'acheminer par bateau d'une distance d'environ 1000 km. C'est un site anonyme. Pas une seule inscription, pas un seul hiéroglyphe, pas le moindre signe. C'est juste là. Certains supputent qu'il s'agissait d'un temple et d'une chambre d'initiation, où des gens allaient dans la chambre du roi et trouvaient l'illumination. Il y a dans les archives des anecdotes sur des gens qui sont entrés dans la pyramide et en sont ressortis en état de choc parce qu'elle était hantée. Les égyptologues croient que les pyramides ont été bâties pour inhumer les pharaons décédés. Le problème avec cette théorie reconnue, c'est qu'aucune dépouille de pharaon n'a été découverte dans une pyramide, même quand la pyramide était complètement scellée, donc qu'aucun pilleur de tombe n'y avait pénétré. Les égyptologues disent qu'elle servait à dissimuler la dépouille. Bien, mais alors pourquoi la signaler? Il n'y a rien de plus visible à 10 km à la ronde qu'une pyramide. Et on pourrait penser qu'à notre époque, avec tout le savoir que nous avons, nous pourrions expliquer cette pyramide. Or, nous n'expliquons pas cette pyramide. L'expert ingénieur Christopher Dunn s'est lancé dans une quête personnelle depuis la fin des années 1970 pour résoudre les mystères de la Grande Pyramide. Selon lui, la conception et la construction de ce méga-monument comportent des indices spécifiques qui peuvent aider à découvrir exactement pourquoi il a été bâti. C'étaient des ingénieurs brillants, très brillants si on considère la Grande Pyramide et la civilisation qu'il a érigée. Beaucoup d'ingénieurs disent que l'on ne pourrait pas construire une Grande Pyramide aujourd'hui. Elle daterait de 4500 ans et elle est construite avec une précision mécanique. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai examiné la Grande Pyramide d'un point de vue fonctionnel. Elle a été conçue comme une machine. Peut-être fonctionnait-elle comme une machine. La distribution interne de la Grande Pyramide comprend 4 conduits de ventilation inclinés provenant de la chambre du roi et de la chambre de la reine. Comme la Grande Pyramide, leur présence et leur raison d'être sont difficiles à expliquer. Bâtir ces conduits est extrêmement ardu. C'est comme faire une cheminée inclinée dans une maison. En tant qu'ingénieur civil, j'affirme que c'est un cauchemar. En 2002, une équipe d'ingénieurs et d'égyptologues envoie un petit robot dans l'un des conduits de ventilation relié à la chambre de la reine. Au bout de 65 mètres, une porte de pierre lui bloque le passage. Un trou est percé dedans. De l'autre côté se trouve une petite pièce dotée d'une autre porte menant plus loin dans le conduit.
Depuis la découverte de la porte, de tous les universitaires, les archéologues, les anthropologues, les ingénieurs auxquels on peut penser, personne n'a pu expliquer la présence de ces conduits. Mais ces conduits ont-ils jamais été ouverts? Et si oui, à quoi auraient-ils servi? Les premiers explorateurs qui sont entrés dans la chambre de la reine ont découvert que les murs étaient recouverts d'une couche de sel. Cela semble s'accorder à une théorie que j'ai développée. Vous avez une solution aqueuse d'acide chlorhydrique venant d'un conduit et une solution de chlorure de zinc venant de l'autre. Et quand elles se combinent dans la chambre de la reine, elles forment de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'une des plus puissantes sources d'énergie de l'univers. Au milieu du 19e siècle, c'est grâce à l'hydrogène que certains des premiers aéronefs de l'humanité ont volé dans le ciel, les Zeppelins. Aujourd'hui, il est utilisé comme carburant pour le lancement des fusées dans l'espace. Et si des millénaires auparavant, la Grande Pyramide produisait réellement de l'hydrogène, cela ferait d'elle l'une des toutes premières centrales énergétiques connues de l'homme. La théorie de la centrale d'énergie de Gizeh est essentiellement le puisage d'énergie de la Terre à travers la Grande Pyramide, puis la transformation de cette énergie en micro-ondes. Alors, les composés chimiques arrivent par les conduits dans la chambre de la reine. Puis ils se mélangent et donnent de l'hydrogène. L'hydrogène est plus léger que l'air et il va donc monter dans les chambres du dessus. L'énergie terrestre fait ensuite vibrer toute la pyramide. L'énergie vibratoire est collectée dans la Grande Galerie. J'ai donc supposé que la Grande Galerie était un hall de production d'énergie vibratoire et qu'il y avait 27 paires d'emplacements qui couvraient toute la longueur de la galerie et des résonateurs qui étaient placés dedans à la verticale. Christopher Dunn émet la théorie que grâce à la galerie des résonateurs, la pyramide envoyait de l'énergie sous forme de micro-ondes par l'un des conduits. Une fois cette centrale énergétique lancée, elle peut durer des années, des décennies, et même des siècles sans s'arrêter de produire ces micro-ondes. Et c'était une énergie utilisable que l'on pouvait capturer. Nous pouvons alors spéculer sur la destination de cette énergie. Elle pouvait être collectée dans le voisinage immédiat ou continuer à voyager dans l'espace. Nous ne savons pas. Mystère. Mais si la Grande Pyramide était en fait une centrale de production d'énergie, était-elle seule? Ou faisait-elle partie d'un plus grand réseau? Et existe-t-il des indices qui pourraient nous dire à quoi pouvait bien servir toute cette énergie? Peut-être que l'inventeur le plus influent du XXe siècle est un Serbo-américain nommé Nikola Tesla. Ses brevets sur le courant alternatif et les réseaux électriques permettent la mise en œuvre de distribution commerciale d'électricité. Il apporte aussi des contributions à la robotique, au radar et à la science des ordinateurs. Mais si Tesla peut être crédité de nombreuses avancées scientifiques, une idée qui n'aboutit pas est sa tentative de créer un réseau électrique sans fil. Le projet de Tesla consistait à implanter des tours à travers les États-Unis et le monde entier. Et elles auraient diffusé de l'électricité comme d'autres des émissions télé. Au lieu de tirer des lignes électriques partout, on transmet juste l'énergie par les airs ou par le sol. Il y a eu de nombreuses démonstrations du procédé de transmission d'énergie sans fil durant la vie de Tesla. Nous savons donc qu'il fonctionne. Il apparaît qu'il utilisait la conductivité de l'air ou de la terre pour faire circuler le courant électrique. Pour faire simple, dans l'air, si le voltage est suffisant, on obtient un arc qui va d'un point à un autre. On voit ça tout le temps dans des tubes fluorescents. Au sol, il y a de l'eau, des minéraux et des sels minéraux qui peuvent aussi véhiculer les ions et par conséquent le courant électrique. Alors que le projet de tour d'électricité de Tesla s'avère populaire en théorie, il s'achève en faillite financière. Mais l'idée de Tesla d'un réseau électrique sans fil
serait-elle la redécouverte d'une technologie ancienne? Je crois que ce que faisait Tesla, c'était essayer de recréer un ancien système de distribution d'énergie utilisé dans le monde entier. Et la façon dont il procédait jadis, c'était grâce aux obélisques. Les obélisques sont des tours de granit monolithiques. Le granit étant un assemblage de cristaux très solides. Et les obélisques eux-mêmes avaient des tailles spéciales et étaient calibrés au diapason. Ces anciennes tours de distribution auraient-elles vraiment envoyé de l'électricité à travers l'atmosphère? Et si oui, comment était produite cette électricité? Chacun de ces obélisques aurait nécessité une sorte de centrale électrique similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui. L'électricité est créée par des champs magnétiques en rotation. Donc, les champs magnétiques en rotation génèrent un courant alternatif. La toute première centrale électrique a été bâtie par Nikola Tesla aux chutes du Niagara. Il faut une certaine puissance pour assurer la rotation des champs magnétiques. Dans ce cas, c'était de l'eau. Alors, chaque obélisque devait être rattaché à une centrale électrique semblable à celle des chutes du Niagara. Elle génère de l'électricité et l'obélisque envoie cette électricité dans l'atmosphère pour la distribuer. Et cela est similaire à la théorie de Christopher Dunn sur la centrale énergétique de Gizeh, car il pense que la Grande Pyramide envoyait un rayonnement d'énergie par micro-ondes à un satellite en orbite autour de la planète. Ce satellite aurait ensuite absorbé l'énergie par micro-ondes avant de la renvoyer, en théorie, à un autre endroit de la planète. Comme disons, une île reculée, genre l'île de Pâques ou un lieu de ce style. D'après certaines descriptions d'anciennes machines volantes, il est possible qu'une forme de rayonnement d'énergie ait été utilisée. Et en fait, pour bien des schémas que nous voyons, ce serait certainement très sensé, car on pourrait installer une centrale de stockage d'énergie sur un vaisseau mère en orbite. On enverrait juste un rayon d'énergie au vaisseau où elle serait absorbée et convertie en force de propulsion. Ce serait même très judicieux parce que l'unité de production d'énergie serait séparée du vaisseau et située à distance. Électricité. Outils électriques. Gros engins de chantier. Et capacité d'explorer l'espace. Ces technologies ne sont-elles disponibles que depuis le siècle précédent? Ou sont-elles d'une origine ancienne? Et viennent-elles d'être juste redécouvertes? Nos ancêtres étaient-ils capables de pareils aboutissements? Ou bien proviennent-elles d'ailleurs? D'une autre planète? Des civilisations étaient bien plus avancées que ce que nous voulons bien croire, et littéralement aussi avancées que nous de nos jours. À mon avis, nous devons prendre cette théorie très au sérieux, simplement à cause de l'échelle des ouvrages. Nous voyons des monuments dont la construction a sans doute demandé un siècle. Aujourd'hui, nous aurions du mal à envisager un tel projet. Ça dépasse l'entendement. Et vraiment, à voir ces réalisations et à se projeter à l'époque, on se demande comment ils ont fait ça. On essaie de soulever un peu le voile pour regarder derrière, afin de voir ce qui s'est passé au juste dans notre histoire. C'est une question tout ce qu'il y a de scientifique et il faut sans cesse se la poser. Il devient de plus en plus plausible que la réponse à la question des extraterrestres sont-ils venus sur Terre dans le passé soit oui. Il y a une raison spécifique au fait que tous ces monuments aient été bâtis en pierre. Pour la postérité. Donc, ils vont durer, afin que la génération future puisse elle aussi les admirer. Nous sommes cette société qui peut observer tous ces monuments anciens et finalement reconnaître qu'ils constituent un message à notre intention pour nous ouvrir les yeux sur le fait que notre passé est bien différent de ce que l'on nous enseigne à l'école.